Alors, bienvenue à tous sur la Guilde Web. Aujourd'hui, on va apprendre à sécuriser un site sous WordPress. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est un CMS, donc un Content Management System. Donc, ça veut dire que c'est un genre d'interface qui va vous permettre de concevoir des sites simplement et rapidement. Donc, c'est vraiment orienté tant pour les commerçants qui veulent un site sans devoir trop avoir de connaissances, que pour les particuliers qui veulent bloguer, etc. Donc on peut tant faire des sites de e-commerce avec que des blogs, des intranets ou des choses comme ça. Donc c'est l'idéal vraiment quand on a un petit budget et qu'on veut faire un site rapidement ou même soi-même. Mais attention, vu que c'est un des CMS, enfin vu que c'est le CMS le plus répandu du marché, ça veut dire aussi que c'est le CMS le plus visé aussi dans le milieu du hacking. Donc comme je le disais dans cette vidéo, on va pas faire de design, on va pas apprendre à faire de mise en page avec WordPress, ça c'est vraiment pas le thème. On va apprendre à savoir comment se sécuriser, apprendre les bons réflexes à avoir quand on conçoit un site WordPress pour empêcher de se faire hacker et ainsi que vous arriviez au petit matin et que votre site soit défacé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'effacement, c'est en fait un pirate qui vient hacker votre site et qui change la page d'accueil en fait pour dire voilà vous avez été hacké par tel pirate, etc. Et qui laisse en général peut-être un petit mail ou quelque chose comme ça. Donc WordPress c'est bien en soi parce que ça permet de concevoir des sites assez rapidement et vraiment customisables à souhait. Par contre WordPress, attention, c'est le CMS le plus utilisé au monde, donc aussi le plus exploité par les hackers. Donc WordPress, si on prend les parts de marché voilà, sur le web, c'est 43% des sites qui sont sous WordPress. Sur le marché des CMS, on a 65% des sites sur WordPress. Donc comparé à leurs concurrents Joomla et Drupal qui sont un peu en perte et qui sont beaucoup vulnérables au niveau sécurité. Donc voilà, ici on peut très bien travailler avec WordPress pour concevoir un site pro, donc il n'y a pas de souci, à partir du moment où vous respectez bien la sécurité, il n'y a pas de danger, mais du coup cette vidéo elle est vraiment explicative pour entrer vraiment dans le vif du sujet, pour justement pouvoir travailler avec WordPress tranquillement sans avoir de soucis au niveau de la sécurité. Donc voilà, déjà petite explication entre deux sites qui sont assez connus dans le milieu WordPress. Donc il y a wordpress.com et wordpress.org. Donc attention de ne pas mélanger les deux. WordPress.com est un hébergeur qui est spécialisé WordPress et qui va vous proposer des plans d'hébergement, tout compris, spécialisés WordPress. Donc ici voilà, on voit qu'il y a différents plans d'hébergement, mais chacun un peu limité dans la formule. Donc après, si vraiment vous voulez être tranquille, prenez un hébergeur web, même en mutualisé, mais vous installez WordPress dessus, ça vous reviendra moins cher que prendre WordPress.com, qui est quand même cher au niveau des tarifs. Donc comme vous l'avez compris, on ne va pas s'occuper de WordPress.com, malgré qu'il propose quelques trucs qui sont pas mal, du genre voilà, les thèmes et les plugins. Donc tout ça, voilà, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vraiment pas le sujet ici. Donc après vous pouvez quand même jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais voilà, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo ici. Donc nous ce qu'on fait, on va aller sur wordpress.org, qui est lui le site officiel de WordPress, et c'est dessus qu'on va télécharger WordPress. Donc je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur les thèmes et les extensions qui sont aussi ici. Nous ce qu'on va faire là tout de suite, on va aller sur obtenir WordPress. Donc avant ça, assurez-vous bien d'avoir déjà un hébergement web chez un hébergeur. Donc des fois, il y en a même qui ont des petits plans gratuits, par exemple pour les étudiants, ou des versions de plans d'hébergement sur des sous-domaines, des choses comme ça. Donc moi, j'ai pris un petit hébergement sur un serveur que j'ai pris juste pour le tutoriel. Donc voilà, ici avec les coordonnées ici. Donc chez votre hébergeur, à un moment, vous avez votre nom de domaine, le nom du serveur sur lequel on va travailler. Là, il y a un port qui est le port SSH, donc par défaut, normalement, c'est le port 22, mais chez mon hébergeur, c'est le 5022. Il y a aussi le FTP qui est le port 21, le login et le mot de passe. Donc voilà, ça, c'est les utilisateurs par défaut. Donc on va aller télécharger WordPress, voilà. Il y en a qui vont peut-être me faire une petite remarque, qui est pourquoi tu n'installes pas WordPress directement par le panel de ton hébergeur. Donc oui, j'aurais pu le faire, mais ici, le but, c'était de vous montrer comment l'installer aussi à la main en même temps. Donc voilà, donc on va aller le télécharger ici. Voilà, il télécharge un fichier zip. Donc voilà, donc j'ai le dossier zip qui est téléchargé, donc c'est WordPress en français. Donc on va simplement le dézipper, hop, tout simplement. Voilà, donc ça peut prendre un petit moment.
Donc une fois que c'est fait, on va aller tout simplement dans le dossier hop, de WordPress, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Et alors on voit que ici il y a ça. Donc hop, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est tous les fichiers d'installation, de configuration, etc. de WordPress. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on va le faire? On va l'upload sur notre hébergement. Et ainsi, on va pouvoir installer WordPress directement dans le navigateur. Donc voilà, que vous y allez par SSH ou par FTP, c'est assez similaire. Donc l'autre, on va mettre carrément simplement le nom du serveur. Le port, ça restera le port 21, donc il n'y a pas besoin de changer, parce que par défaut dans FileZilla, c'est le protocole FTP qui va prendre le pas. Donc on va mettre le login, hop, et le mot de passe. Voilà. Donc le port, vous laissez vite, par défaut, il va prendre 21, sauf si chez votre hébergeur, c'est un autre port. On va faire connexion rapide. Voilà, il va nous demander d'accepter le certificat, donc on va l'accepter. Hop, voilà. Et alors ici, vous voyez qu'on a tous les dossiers du serveur en fait. Donc on va aller dans public HTML. Ici, je vais supprimer le fichier de base, hop, qui est un fichier d'accueil qui dit bonjour sur la page d'accueil par défaut, à la création du serveur. Ensuite, on va sélectionner tous nos fichiers, nos dossiers, et on va tout glisser ici. Voilà. Donc ça peut prendre un petit temps, parce qu'il y a quand même 2900 et des fichiers. Donc je vais me mettre en pause le temps que tout télécharge. Donc voilà, donc ici tous les fichiers WordPress et les dossiers ont été uploadés sur l'hébergement. Donc prochaine étape, on va aller créer l'utilisateur qui va être autorisé à accéder à la base de données pour le WordPress. Donc on va aussi créer en même temps la base de données qui va avec. Donc voici le panel du serveur de chez PlanToaster, donc celui que moi j'ai créé pour la vidéo, donc pour faire le WordPress. Pour ceux qui ne connaissent pas PlanToaster, c'est un petit hébergeur franco-canadien. Donc ils ont un data center en France qui est répliqué en Suisse et un autre au Canada. Donc ici vous voyez qu'il y avait une petite offre ici à 4,25 € qui n'est vraiment pas cher. Et ce qui est bien chez eux, c'est que voilà, vous allez louer un quota de ressources qui est de 8 CPU, 16 Go de RAM. Et alors ces quotas-là, vous pouvez le diviser en plusieurs serveurs. Donc si par exemple vous êtes, je ne sais pas, un développeur et que vous souhaitez le louer à plusieurs clients, voilà, vous pouvez diviser ici, comme on le voit à droite, en plusieurs sous-serveurs. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple 2 CPU, 4 Go de RAM sur 4 serveurs différents en fait. Donc vous louez un quota, mais que vous pouvez diviser en plusieurs sous-serveurs après. Et sachant que le serveur le plus petit, voilà, comme ils disent ici, c'est un CPU, 1 Go de RAM. Donc voilà. Et le maximum 24 Go de RAM et 8 CPU. L'autre avantage, c'est l'espace disque qui est illimité, le compte FTP pareil, le nombre de comptes email pareil. Voilà, il y a vraiment plein d'options. Voilà, après vous avez le Let's Encrypt, etc. Donc c'est pour installer les certificats SSL, etc. Par après aussi, voilà, dès que vous avez fait votre commande, vous avez aussi l'option VIP qui permet de mettre l'OS privé sur tous les noms de domaine. Et alors vous avez aussi le VPN qui est compris avec, donc c'est localisation Canada et France, qui est un VPN de PlanToaster. Et vous avez aussi le Lightspeed qui est le nouveau protocole HTTP3 en fait qui reprend les règles htaccess d'Apache, mais qui est beaucoup plus rapide au niveau chargement du site. Donc voilà, ici on voit que par exemple pour 6 mois on a 6 € par mois, toute taxe comprise, et qu'avec le VIP on monte à 8. Donc ça fait 40 € pour 6 mois, ce qui n'est pas très cher par rapport à certains hébergeurs qui le sont beaucoup plus en ayant une moins bonne qualité de support. Donc voilà, on va revenir au sujet de la vidéo, donc à savoir WordPress. Donc c'était juste pour vous faire un petit explicatif sur l'hébergeur en question. Donc WordPress, pour venir créer la DB, donc la base de données, on va venir ici, base de données. Et alors ici, on a deux onglets. Donc il y aura l'onglet pour créer la base de données et l'autre pour créer l'utilisateur qui va pouvoir accéder à la base de données. Parce qu'en fait, le mieux à faire quand on a des hébergements web, c'est créer un utilisateur pour chaque base de données. Comme ça, ça permet que si voilà, un de vos sites se fait hacker, l'utilisateur qui a été hacké, donc l'identifiant, ne pourra pas accéder aux autres bases de données qui sont sur le même serveur. Par contre, petit tour en passant, pour ceux qui veulent vraiment débuter avec WordPress ou s'exercer au web, PlanToaster propose un hébergement WordLite, donc c'est une formule d'hébergement gratuite, et alors vous pouvez avoir un sous-domaine ou alors un domaine à vous, donc avec 700 mégabytes de stockage, de compte FTP, de compte email, de base de données. Donc voilà, c'est pas mal pour débuter si vous voulez juste tester,
où vous exercez. Et alors voilà, ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, ici c'est les sous-domaines qu'on peut avoir gratuitement. Ou alors par après, vous pouvez prendre aussi votre propre domaine. Donc voilà, c'est juste pour un petit détour en passant pour l'explication. Donc pour créer l'utilisateur et la base de données, on va aller sur créer dans base de données actuelle. Hop. Et alors ici, on va avoir le préfixe du serveur, donc ça c'est l'utilisateur. Et alors on va noter le nom de la base de données, donc je sais pas, par exemple un super DB, voilà, comme ça par exemple. On va créer l'utilisateur. Mon super, faire à la casse, voilà, internet case. Mon super, super utilisateur. Et on va générer un mot de passe automatiquement, voilà. On va lui mettre tous les privilèges. Donc je vais enregistrer toutes les informations sur un fichier texte ici à côté. Donc voilà, une fois que c'est sur le document texte, on va faire créer. Voilà, donc la DB est bien créée. Donc si on va sur PHPMyAdmin, qui est l'interface web pour gérer la base de données directement par le navigateur, donc on voit que ma superbe DB a été créée. Donc là j'ai mis un nom assez farfelu, on va dire, mais c'est juste vraiment pour vous montrer un petit exemple. Après, évitez de noter comme ça, et en général vous notez des lettres et des chiffres, et comme ça vous permet d'avoir un DB qui est un peu anonyme pour si la personne qui vient dessus, qui vient de raquer votre serveur, ne connaît pas votre logique, ne saurait pas dire voilà, bah ça c'est une DB de WordPress par exemple, ou c'est la DB de ce site-là. Donc on voit ici que pour le moment il n'y a rien du tout sur la base de données, elle est entièrement vide. Voilà, donc on voit vraiment qu'il n'y a rien. Par contre, l'utilisateur et la DB ici sont bien inscrits. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement aller sur l'URL du site. Donc avec petite dernière chose à faire avant. On va installer le certificat SSL pour que le site soit en HTTPS. Donc ici, par défaut, il s'est créé automatiquement quand l'hébergeur a créé le serveur. Des fois, il ne se crée pas automatiquement. J'installe aussi le DNSSEC, qui est aussi encore une sécurité pour le DNS. Donc voilà, si vous n'avez pas de SSL, il suffit d'aller sur SSL TLS. Et alors ici, vous pouvez installer un certificat Let's Encrypt, qui est un certificat SSL gratuit. Donc une fois que c'est fait, au niveau du SSL, on va aller sur le lien d'installation. Donc c'est votre nom de domaine, /wp-admin, et alors vous êtes redirigé vers Setup Config. Donc c'est l'interface par laquelle on va configurer notre site en fait. Donc on va aller dans C'est parti. Voilà, donc ici vous avez le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse de la base de données, et alors le préfixe des tables. Donc pour y voir un peu plus clair, j'ai mis le fichier avec toutes les données à côté. Donc, je vais même faire ça pour supprimer. Donc ici, on est dans WordPress. Voilà. Et ici, c'est réglage serveur. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus clair au niveau des renseignements. Donc la DB, le nom de la base de données, ça ne sera pas WordPress. Ça sera ceci. Donc c'est la DB qu'on avait créée manuellement. L'identifiant, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Donc c'est mon super utilisateur utile parce qu'il n'a pas tout pris. C'est limité en fait au niveau du nombre du caractère. Donc voilà. Et le mot de passe, on va mettre le mot de passe de l'utilisateur qui peut accéder à la base de données. L'adresse de la base de données, ça restera localhost vu que c'est sur le même serveur que votre site. Après, des fois, dans certains cas, il se peut que ce soit des DB, donc des bases de données distantes. Et alors, là, vous réglez en fonction de votre cas d'utilisation. Donc le préfixe étape, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, le petit WP, c'était donc le préfixe étape dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Et donc, si par exemple, quelqu'un trouve une faille sur votre site au niveau SQL et qu'il arrive à dumper les tables et qu'il voit WP, directement il va comprendre que c'est des tables WordPress. Donc pour pas qu'on ait ce souci-là, on va les renommer avec des lettres au hasard, voilà, par exemple. Donc ça, on s'en fout un petit peu. En fait, ça va juste le préfixe des tables qui vont être créées par WordPress. Donc après, vous aurez WP command, des choses comme ça, WP user, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment juste le début donc le préfixe des tables. Donc il n'y a pas vraiment d'incidence, ça ne changera totalement rien. C'est juste que ça va permettre d'éviter que l'attaquant comprenne que c'est du WordPress directement. Donc une fois que c'est fait, que tout est réglé ici, on va cliquer sur Envoyer. Voilà. Et alors ici, vous avez un petit bouton qui va demander pour lancer l'installation.
Donc on va cliquer sur lancer l'installation. Voilà. Il va vous demander le titre de votre site. Donc on va mettre Builders, voilà, parce que c'est le titre du site. Ah, je me suis trompé de champ. On va mettre un identifiant, donc ça va être l'admin. Donc pareil, je vais le noter sur le côté pour le retenir. Donc admin du site. Et alors là, pareil, je vais mettre un autre identifiant qui n'a totalement rien à voir avec. Voilà, voilà, totalement rien à voir. Et alors, pour créer un mot de passe, on va générer un mot de passe fort. Donc, on va mettre des caractères, des majuscules, des minuscules, des chiffres, etc. Vraiment assez long. Donc, pour ça, il y a un petit site qui est pas mal qui s'appelle motdepasse.xyz éventuellement. Sachant que cette semaine est sorti un article par rapport aux cartes graphiques Nvidia, les nouvelles série 4000, qui peuvent craquer un mot de passe de 8 caractères en moins d'une heure. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur un mot de passe de 64 caractères. Vu que maintenant on a des gestionnaires de mots de passe, donc on va pas se casser la tête. Hop, créer mot de passe, on va en générer 30. On va prendre celui qui nous plaît, donc voilà, par exemple celui-ci. Donc on a 64 caractères, donc c'est assez puissant. Les cartes actuelles ne vont pas les craquer pour le moment. Donc là-dessus on sera tranquille. Après, si vraiment entre temps ça arrive que les cartes graphiques réussissent à le craquer, on met un plus long et puis voilà. Donc voilà, donc ici on a 64 caractères, je l'ai noté sur le côté pour être tranquille. Hop, voilà. Ici je vais coller mon mot de passe. Ici je vais mettre un email au hasard que je vais créer. Alors ici dans le panel, je vais aller dans messagerie, compte email. Et je vais mettre par exemple user, voilà, guilders.xyz. Et le mot de passe, je vais en générer un au hasard. Donc voilà. Je vais aussi sauvegarder mon mot de passe pour être tranquille. Donc hop, je vais mettre ici email user@guilders.xyz. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adresse email, c'est vraiment ici pour le test. De toute façon, après, à chaque fois, pour ceux qui n'ont pas remarqué, il n'y a pas de souci de danger de hacking parce qu'à chaque fois que je fais une démonstration, après je supprime le serveur et je refais un nouveau à chaque démo. Donc il n'y a pas de souci au niveau des logins et de ça que je mets ici. Donc voilà, pour ceux qui mettraient des petits commentaires dessus. La taille de la boîte mail, voilà, on va mettre illimité, on s'en fout. Hop, voilà, créer. Donc une fois que c'est fait, je vais retourner dans WordPress installation. Hop. Et alors ici ça va être user@guilders.xyz. Le temps que vous fassiez votre site, le temps qu'il n'est pas fini, vous pouvez cocher cette fonctionnalité qui va demander en gros à Google, etc., de ne pas de ne pas indexer le site. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas classé sur Google tant que ça sera coché ici. Après ici on s'en fout, voilà, on va faire ne pas indexer. Installer WordPress, hop, tout simplement. Voilà, et ici il a créé mon identifiant, donc mon utilisateur, et il m'a aussi créé le mot de passe. Donc on va aller sur se connecter. Donc je vais reprendre mes identifiants, donc l'admin du site, voilà, c'était cet identifiant-là. Après aussi on peut se loguer aussi avec l'adresse email. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai mis un identifiant au pif, vous allez comprendre après. Voilà, on va faire se souvenir de moi pour être tranquille au niveau du mot de passe. Voilà. Voilà, et alors ici vous découvrez l'interface de WordPress telle qu'elle est de base. Donc on va faire une première chose avant d'utiliser le WordPress, qui est vraiment prioritaire. Donc on va aller en gros sur le FTP là comme tout à l'heure, pour aller supprimer quelques fichiers un peu sensibles qui permettraient de dévoiler la version de WordPress ou de réinstaller votre site si une personne malveillante y avait accès. Donc on va aller supprimer d'abord le readme.html en premier, voilà. Ensuite, on va aller supprimer le wp-config sample, hop, qui permet de réinstaller le site. Hop. Non, petite rectification, c'est ce qui permet de générer le wp-config, c'est une petite erreur de ma part. Et ensuite, dans le wp-admin, on va aller désinstaller le install.php qui est ici. Voilà, hop, tout simplement. Donc voilà déjà pour commencer, on a supprimé les petits fichiers qui étaient, on va dire, vulnérables pour votre configuration.
Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va aller recréer, on va aller changer la version PHP dans le panel du serveur. Donc on va passer en 8.1 à la place de la 7.3 qui est par défaut. Voilà, hop, hop, comme ça on sera bien à jour. C'est toujours important d'être à jour dans les versions de PHP, ça évite d'avoir des fonctionnalités qui sont un peu vieillots, mais qui sont encore sur beaucoup de sites comme MySQLi, des choses comme ça, et qui sont la plupart du temps très très vulnérables. Donc ici, bah voilà, on va laisser les trucs de base. Voilà, donc ici, il n'y a rien d'autre à cocher. Ici, ensuite, je vais aller dans Options. Voilà, memory limite. Hop, hop, hop. Voilà, ici, c'est pour pas te bloquer si jamais vous postez des pièces jointes qui sont un peu plus grosses que 2 mégas, etc. Enfin, voilà. On va mettre ça au maximum. Voilà, sauvegarder. Et après, voilà, normalement, maintenant, on est bien. Une fois que c'est fait, on revient dans notre WordPress. On va aller dans Compte, tous les comptes. Et alors, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller trouver notre user. On va cliquer dessus, modifier. On va aller dans pseudonyme, qui est hop, ici. Et on va mettre Guilders à la place, par exemple. Voilà, hop. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? On va aller ensuite dans Afficher publiquement, Guilders. Parce qu'en fait, si vous faites afficher publiquement DL, PG, H, machin, l'utilisateur a votre identifiant de connexion. D'office, il a directement votre login. Et alors, après, il n'a plus qu'à brute forcer le mot de passe. Donc, le brute force, pareil, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas de notion en informatique, c'est des petits scripts qui vont permettre de tester les mots de passe automatiquement à partir de dictionnaires ou de programmes similaires. Donc, surtout, c'est important de changer le nom affiché publiquement. Voilà. Et après, on va aller sur mettre à jour le profil. Hop, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une des normes à avoir dès qu'on installe un site pour être tranquille. Ensuite, on va aller dans Extension Ajouter. On va aller dans WPS Hide Login. Et on va prendre le premier ici, qui est un plugin que j'ai déjà testé beaucoup de fois et qui est super fiable. Et qui on voit à plus d'1 million d'installations et il est noté à 5 étoiles sur 5. Donc ce qui veut dire, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, pour choisir un bon plugin ou un thème, en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est de regarder le nom de téléchargement, ici, qui est d'1 million, et de regarder la note qui va dire, voilà, si votre site est fiable, enfin votre plugin est fiable, et éventuellement vous avez plus de détails sur lesquels vous avez les avis éventuellement des gens qui l'ont déjà testé dessus. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de regarder aussi la date de mise à jour de la dernière mise à jour des plugins. Parce qu'il y a des plugins qui n'ont plus été mis à jour depuis 2 ans, 5 ans, des fois même 10 ans. Et donc, alors, bah, ces plugins-là, il y a peut-être des vulnérabilités dessus qui vont faire que bah, voilà, votre site sera vulnérable juste à cause d'un plugin. Donc, surtout ça, il faut éviter, c'est de prendre des plugins assez récents qui ont un gros nombre d'utilisateurs qui l'ont installé et qui est assez bien noté au niveau de la communauté WordPress. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est cliquer sur installer maintenant. Ça va s'installer. Donc dès que les deux petites flèches tournent en rond, c'est que ça s'installe. On va l'activer. Et voilà, ici on voit qu'il y a un petit onglet qui s'appelle Réglages. On va cliquer dessus. Et on voit que par défaut, il nous fait un petit URL de connexion qui s'appelle login. Ce qu'on va changer, on va mettre, je ne sais pas, au hasard, on va mettre au hasard mon super site, voilà, parce que personne ne va penser à les tester. Après, l'URL 404, bah, c'est l'URL vers laquelle la personne sera redirigée si elle essaie d'accéder à la page de base de connexion d'un WordPress qui s'appelle WP Login ou WP Admin. Donc voilà. Ça, on va faire enregistrer les modifications. Et alors, je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne. Hop, si on se déconnecte. Voilà, donc on va retourner sur le WordPress. Hop, non, il nous a redirigé. Hop, tac, bon, c'est pas grave, c'est le cache. Donc voilà, ça c'est le site WordPress qu'on a créé. Et donc, on voit voilà, ici qu'il n'y a pas de page de connexion, tout simplement. Tableau de bord, en gros, il redirige vers WP Login, mais vu qu'on l'a changé, bah, ça ne marche pas. Donc si on teste voilà, WP Login, hop, ça ne marche pas. Si on teste WP Admin,
ça ne marche pas. Donc par contre, si on teste mon super site, hop, tout simplement on atterrit sur la page de connexion qu'on avait réglée tout à l'heure. Donc ce qu'on va refaire, on va remettre l'identifiant et le mot de passe, vu que ici je suis en connexion invitée, il n'a pas sauvegardé. Voilà. Ce sont de... non, hop, trop tard. Voilà, donc ici on revient dans l'espace administrateur du site WordPress. Une fois que c'est fait, pour protéger notre page de connexion administrateur, on va aller sur rechercher un CAPTCHA. Donc on va demander en gros à la personne qui essaie de se connecter à la page administrateur de faire une opération pour pouvoir se connecter à l'espace admin pour confirmer que c'est pas un robot. Donc je vais reprendre juste la bonne version. Donc moi je vais prendre celui-ci parce que j'ai déjà testé, il est quand même pas mal. Hop. Voilà, pareil, il s'installe. Ensuite on va aller l'activer. Ça peut toujours prendre un peu de temps, hein, les plugins en fonction de leur taille et du nombre de packages qui téléchargent. Une fois que c'est fait, on va l'activer. On va aller dans Réglages. Et voilà, donc ici on va activer le CAPTCHA pour tout par exemple. Donc là c'est pour des plugins externes, donc on s'en fout un petit peu. Mais donc on voit que pour la page de login et pour les formulaires d'enregistrement, reset password, etc., tout est activé. Donc ça c'est bon. Voilà, donc on va faire opération arithmétique, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre voilà, on va laisser par défaut après, c'est bon. Tac, 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 donc ça c'est bon. Le reste, on va laisser comme ça. Ça, c'est la version gratuite, donc vous voyez que vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Après, pour avoir toutes les fonctionnalités, il faut prendre un abonnement à la version Pro, mais ça, on n'a vraiment pas besoin. La version de base fait totalement l'affaire. Après, vous avez clé de licence, ça, pareil, on n'a pas besoin. Hop, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc normalement, là, c'est bon. Donc, si on essaie de se déconnecter, hop. Voilà, on voit que maintenant, il y a une opération à faire pour pouvoir se connecter. Donc, je vais reprendre mes identifiants, hop, voilà. Donc, je vais mettre sur l'écran d'à côté pour être tranquille. Hop, hop. Donc on voit que mes identifiants sont corrects, mais voilà, si par exemple je me trompe, voilà, que je mets ça, voilà, le CAPTCHA n'est pas correct. Donc par contre, si je reteste, mais que les identifiants sont corrects, voilà, hop, hop, hop. Donc là, 6 moins est égal 2, c'est 8, directement, hop, voilà. Et alors, là, vu que le CAPTCHA était correct, ça a marché, tout simplement. Donc le CAPTCHA va permettre justement de déjà bloquer une bonne partie des robots. Le fait que votre URL de connexion, donc le lien dans la barre d'URL ici en haut, soit changé aussi, ça va déjà aussi éliminer une bonne partie aussi des tentatives de hacking. L'étape suivante, ça va être d'installer le composant le plus majeur sur votre site, ça veut dire le pare-feu. Donc le pare-feu, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est majoritaire sur le marché de WordPress et qui est vraiment un must. Il marche très 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 bien et qui bloque la majorité des attaques. Donc c'est WordFence. Donc on va simplement l'installer. Donc je vous dis directement, il n'y a pas besoin d'installer une version, de prendre une licence payante. La version gratuite de WordFence fait totalement l'affaire. Après la version payante, vous avez des options en plus comme le géoblocage, si par exemple vous voulez bloquer des pays ou des choses comme ça. Donc on voit quand même que WordFence a 4 millions d'utilisateurs et qu'il est quand même assez bien noté. Donc il a été mis à jour il y a 4 jours, donc voilà, il est compatible avec la version de WordPress, etc. Donc voilà, il est quand même assez bien. Donc voilà, donc on va l'activer. Ensuite on va aller dans les options. Ça prend toujours un peu de temps quand c'est des gros plugins comme des pare-feux ou des choses comme ça de l'activer. Donc là il va vous demander un email au cas où pour vous envoyer les alertes. Donc on avait user@guilders.xyz. Ici on va mettre non parce qu'on ne veut pas les pubs. On est d'accord avec la licence. On continue. Ici on s'en fout, donc on met no thanks. L'anti-spam à qui se mettre, les anti-spam je ne vais pas les voir ici parce que c'est vraiment pas trop non plus le sujet, mais ça je vous montrerai un petit truc après pour désactiver
les commentaires afin d'éviter qu'il y ait certaines personnes qui viennent spammer des commentaires qui sont indésirables sur votre site. Et le dolly, pareil, c'est un truc qui se met aussi par défaut mais qu'on va virer. Plus vous réduisez le nombre de thèmes et de plugins dont vous ne servez pas et qui sont désactivés sur votre site, et moins ça fera de port d'entrée sur pour un éventuel hacker. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Plus vous diminuez le nombre de packages inutiles et qui soient potentiellement vulnérables, qui n'a pas mis à jour, eh ben, vous diminuez aussi en même temps le risque. Donc on va aller dans WordFence. Ici, donc on n'a pas réglage, mais il y a un petit onglet ici sur le côté. On va aller dans All Options. Ici, on va voir que WordFence nous demande s'il peut faire les mises à jour automatiquement tout seul. Donc on va mettre oui. Hop, ici, ça on va faire 10 minutes. Ensuite, bah, ça voilà, c'est votre clé WordFence. Donc voilà, c'est une clé qui est gratuite. View Customization, on va marquer qu'on veut voir les menus des IP qui sont bloqués et du trafic en direct. Donc le trafic en direct, ça va vous permettre de voir les logs en gros sur le site de qui est venu, sur quelle page, depuis quel IP, quel jour et quelle heure, depuis quel pays, etc. Voilà. Ensuite, on va mettre update automatiquement, donc mettre à jour automatiquement vers la nouvelle version. Donc voilà, vous avez plusieurs options disponibles pour avoir les IP des utilisateurs. Donc ça, il y a de la doc ici, je vous laisserai aller voir éventuellement. Donc allez sur le site de WordFence, ça est très très bien expliqué, elle est entière, très bien faite. Et alors, si vous utilisez Cloudflare, donc le CDN que j'avais montré l'autre fois dans la vidéo sur comment protéger un formulaire de contact avec Laravel, vous avez Cloudflare qui est un CDN en gros qui va vous permettre de vous protéger des attaques DDoS si jamais vous en avez, et bloquer aussi les scans de vulnérabilité sur votre site. Donc ça permettra à ça permettra justement d'éviter que l'attaquant puisse scanner tout votre site pour trouver des failles web. Donc ici on va faire un lookup. Donc oui, donc en gros cette option là va permettre de vous dire quel IP correspond à quel pays, etc. Éventuellement peut-être la ville où le relais de l'adresse IP est. Donc on a un petit onglet aussi pour cacher la version du WordPress. Disable Code Evolution Execution for Upload, ça aussi. Alors, ici le bypass Lightspeed No Abort, ça on va pas le cocher. On va dire à WordFence de supprimer les tables et les données si il est désactivé. Voilà. Donc ça ici on laisserait, on touche à rien. Donc ici vous pouvez dire à WordFence de vous alerter s'il y a des failles qui sont très peu graves ou critiques, hautes, médium, etc. Donc ici moi je vais mettre médium pour être tranquille, pour pas être spammé sans arrêt. Donc alerte me, donc alertez-moi s'il y a un administrateur qui se connecte depuis un nouveau périphérique, donc un nouveau PC ou quoi. Donc ça je ne veux pas l'activer parce qu'ici bon voilà je suis dans un tutoriel. Mais si voilà vous êtes juste tout seul comme administrateur et que vous voulez être tranquille au niveau sécurité, vous le cochez. Et alors ça vous permettra d'avoir une notification par mail si une personne se connecte en tant qu'admin sur un autre périphérique que le vôtre, donc que ce soit un PC ou un téléphone, dès qu'il y a une connexion inhabituelle, il va vous alerter. Donc ici, voilà. Ça, c'est si jamais c'est des personnes non administratrices qui se connectent. Donc ça, vu qu'ici, on n'a pas activé l'inscription pour les abonnés, du coup, on va laisser comme ça non coché. Activité report, ça, on va... Hop. Ça, c'est la fréquence d'envoi de l'activité. Donc, si vous voulez une fois par jour, une fois par mois, une fois par semaine. Donc, nous, on va mettre une fois par mois. Après, voilà, si c'est un gros site, vous pouvez mettre une fois par jour si vous voulez un briefing de ce qui s'est passé comme activité sur votre site, ou une fois par semaine. Ensuite, voilà. Ici, on va dire ensuite à WordFence s'il est en mode apprentissage, où ici doit être directement actif et protéger le site. Donc au début c'est toujours bien de le laisser en mode apprentissage le temps que le site prenne ses repères, donc le temps qu'il prenne ses réglages en fait. Une fois que ce sera bon en fait il va se mettre automatiquement actif à une certaine date. Dès qu'il aura pris les bons mécanismes en fait il va s'activer, en fait il va se mettre automatiquement sur Enable et Protecting.
Donc ça, on va le laisser comme ça. Au début, c'est toujours bon. Ensuite, donc voilà, je vous l'ai mis en français pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc retarder le blocage d'adresse IP jusqu'à ce que WordFence et les plugins soient chargés. Ça, on peut le laisser débloquer, ça, il n'y a pas de souci. Adresse IP autorisée qui contourne toutes les règles. Donc ça, c'est votre adresse IP si vous voulez contourner tous les blocages. Donc ici, dans mon cas, je vais mettre mon ip.org, donc ou mon IP directement, hop. Et comme ça, je vais ainsi régler l'IP pour qu'elle contourne les blocages du pare-feu et ainsi être tranquille. Alors, ensuite, vous avez bloqué immédiatement les IP qui accèdent à ces URL. Donc, on va bloquer les IP qui ont tenté d'accéder, par exemple, voilà, hop, au site hop. Donc, je reviens, hop, sur lui. Donc, on va bloquer, par exemple, /admin, /login, /panel, par exemple, tous les URL farfelus qu'il y a d'habitude sur certains dashboards, sur certains panels d'accès administrateurs. On va bloquer aussi par exemple le WP login, voilà, .php, et après le WP admin.php, hop. Et alors ça permettra justement que si quelqu'un essaie d'accéder à ces URL là, qu'on a redirigé justement vers une nouvelle URL tout à l'heure avec WPS iLogin, ça va le bloquer automatiquement directement, la personne sera bloquée. Donc dans le pare-feu, elle sera ban. Adresse ignorée pour l'alerte du pare-feu WordFence. Donc là, pareil, on remet notre IP. Hop. Donc ici, c'est toutes les failles que le pare-feu doit bloquer. On va déjà enregistrer pour être tranquille au cas où, voilà, pour pas qu'il y ait une perte. Ensuite, dans Brute Force Protection, on va aller, donc voilà, je vous le remets en français. Verrouiller après combien d'échecs de connexion? Bon, on va mettre, voilà, on verrouille après 3 tentatives par exemple. Verrouiller après 3 tentatives de mot de passe oublié. Voilà, c'est un peu serré, c'est vrai, mais ça permet justement que si la personne commence à essayer de faire de brute force, donc de tester des combinaisons automatiques ou de tester des mots de passe, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous en veut par exemple, et qui connaît plus ou moins les mots de passe que vous mettez, comme ça vous bloquez après 3 tentatives et après 3 mots de passe oubliés. Et vous comptez ça, les échecs, sur un jour, pour être vraiment large, pour être tranquille. Durée pendant laquelle un utilisateur est verrouillé, 2 mois. Verrouiller immédiatement les noms d'utilisateurs invalides. Donc en fait, c'est que si quelqu'un tente d'utiliser un nom d'utilisateur qui n'est pas valide, donc qui ne fait pas partie des administrateurs de votre site, il sera verrouillé directement avant de pouvoir tester quelque chose. Donc dans les utilisateurs, on va mettre admin, hop, donc vous appuyez sur Enter dès que vous avez mis nom, root, tour, voilà, c'est les mots de passe Linux par défaut, login, user, admin, qu'est-ce que j'avais mis, hop, hop, donc admin, donc on va mettre admin, je l'ai mis 2 fois, hop, administrateur, administrateur en anglais, WordPress par exemple. Voilà, tous les utilisateurs que vous voulez bloquer si jamais quelqu'un essaye d'accéder avec ses logins. Voilà. Donc, on peut aussi bloquer système aussi, des choses comme ça. Enfin, voilà. C'est un peu farfelu, mais en gros, tous les logins que vous pensez qui pourraient être utilisés sur votre site, vous les mettez ici. Et alors, dès que la personne va tester ce login-là dans la page de connexion, elle sera bloquée directement. Donc ensuite, empêcher l'utilisation de mot de passe divulgué. Donc en fait, ça c'est une option qui, en gros, voilà, si vous avez un mot de passe qui a fuité sur Internet, qui a été dans une base de données qui a fuité, en gros, ça vous empêchera d'utiliser le mot de passe. Donc vous pouvez le mettre pour tous les utilisateurs, voilà, pour être tranquille. Appliquer les mots de passe forts pour tous les membres, hop, d'office. Ici. Bloquer tous les adresses IP qui envoient des requêtes POST, ça on va le cocher. Texte à afficher pour les personnes bloquées, donc sur les pages bloquées, donc c'est le petit message que vous allez laisser aux gens qui vont essayer de faire des choses qu'ils ne peuvent pas ou qui ont envoyé trop de requêtes. Donc ça va être non, tu ne peux pas, par exemple. Voilà, c'est un petit message, voilà, après vous faites ce que vous voulez au niveau des messages.
La limitation de débit, c'est là vraiment qu'on va affiner le pare-feu. Donc si quelqu'un, par exemple, fait plus de 60 requêtes sur le site en moins d'une minute, on va mettre l'étrangler. Si les pages d'un robot dépassent, je sais pas, par exemple 15 par minute, on va l'étrangler. Si le nombre de pages 404 dépasse, on va mettre 30 par minute, hop, moi je le bloque. Parce que ça voudra dire qu'il essaie on va dire de scanner le site pour éventuellement trouver des pages pour injecter le site, quoi. Si les pages des vues d'un humain dépassent, hop, 120 par minute, on va l'étrangler, comme ça la personne va un peu ralentir au niveau du rythme. Si les pages humaines de 404 dépassent, on va mettre, allez, on va être gentil, on va mettre 30 par minute, on va l'étrangler. Voilà. Combien de temps une IP est bloquée? On va mettre le maximum à mois, comme ça, si c'est un robot, vous êtes tranquille. Et à l'autoriser, ça, on s'en fout un petit peu. Option du blocage de pays, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le géoblocage. Si vous voulez bloquer par exemple la Russie ou la Chine, des choses comme ça. Paramètres de numérisation, ça on va le laisser comme ça. On va mettre sur haute sensibilité, voilà, pour qu'il scanne, pour que le pare-feu soit assez quand même sensible. Option de performance, on va laisser comme ça aussi si vous voulez réduire les ressources que le pare-feu peut s'allouer. Ici on va laisser aussi comme ça, voilà, ok. Option de trafic en direct, on va mettre tout le trafic, comme ça on va tout loguer, même l'administrateur, c'est une sécurité. Donc hop, on va aussi décocher ça alors. Ok, donc ici on laisse tout ça par défaut. On va mettre les logs sur 60 jours. Alors, pam, ok. Et après, ici, ensuite, on va juste enregistrer. Voilà. Donc, on va aller sur Live Traffic. Et on va voir que, ensuite, Expand All Result. Voilà. Live Option. Ok, tout ça, c'est bon. Et alors, on va voir que dès qu'on va aller sur le site, en fait, il y aura en gros votre IP qui va apparaître dans les logs. Donc voilà, par exemple, je vais sur le site, je vais naviguer avec quelques pages pour voir, voilà, pour faire un exemple. On voit que c'est quand même assez fluide. Hop, je vais faire ça. Et alors, on va retourner dans Live Traffic. Voilà. On va voir que ici, voilà, je suis au Canada. Donc on voit que j'ai l'heure et la date à laquelle je suis venu, depuis quelle IP, depuis à qui l'IP appartient, donc c'est le hostname, donc c'est le nom du serveur, les heures agents, donc voilà. Ensuite, on voit si c'est un humain ou si c'est un robot. On peut voir aussi tout le trafic récent d'une personne en particulier à partir d'une IP. Donc là, ça montre tout le trafic que j'ai fait. Donc c'est toutes les pages que j'ai été voir. On peut faire aussi un OIS aussi si on veut. On peut aussi, donc ça c'est le OIS, donc vous allez demander en fait à qui correspond l'adresse IP ou le nom de domaine. C'est ça un OIS en fait. Sinon, vous avez aussi une option pour bloquer l'IP. Donc, si je bloque, j'aurai plus accès au site. Donc, j'aurai la page avec le petit message qu'on a mis tout à l'heure, non, tu ne peux pas. Donc là, je ne vais pas bloquer parce que sinon, je n'aurai plus accès au site. Et alors, là, c'est un peu foutu. Et je devrais utiliser un autre VPN pour pouvoir accéder au site. Donc là, on a déjà fait quand même un bon petit réglage au niveau de la sécurité du site. Par contre, ce qu'on va faire, on va rajouter encore une extension qui va permettre de désactiver le XML-RPC sur le site. Parce que si vous avez un hacker qui décide de vous nuire et qui va se dire voilà, je vous fais un DDoS sur le XML-RPC sur le site, votre site, il est à terre, tout simplement. Donc ça, c'est la particularité avec les CMS, c'est le XML-RPC. Donc ici, pour notre exemple, je vais installer celui-ci, Disable XML-RPC, voilà, qui ne nécessite pas de réglage particulier, donc on va installer celui-ci, on va faire activer, voilà, et il est installé, donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc tout simplement, il va désactiver le XML-RPC qui va empêcher que votre site soit vulnérable en fait. Donc voilà, ensuite on va aller installer Updraft qui était le plugin que je vous avais parlé tout à l'heure pour le backup. Donc un backup pour ceux qui ne sont pas issus du milieu du web, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un stockage distant qui va permettre de sauvegarder une copie de votre site propre au cas où si vous avez un souci de mise à jour ou quoi qui casse votre site
ou de hacking, comme ça vous pouvez le restaurer à une version antérieure. Donc après, bah, la date de l'âge du backup dépendra de comment vous voulez configurer. Si c'est un backup toutes les heures, toutes les 12 heures ou tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment illimité au niveau fonctionnalité. Donc une fois que Updraft est installé, bah, dans Réglages, vous avez bah, le menu Sauvegarde Updraft Plus. Et alors ici, bah, vous avez bah, la visite qui est faite. Donc voilà, il y a la première sauvegarde qui peut être faite. Ici, bah, par exemple, pour le FTP, je vais aller configurer un petit accès sur le serveur. Donc je reviens juste après. Donc voilà, j'ai créé un utilisateur pour avoir un accès FTP sur le serveur ici local. Mais après, le top, c'est quand même toujours d'héberger sur un serveur distant, donc sur un Dropbox ou alors sur un petit stockage Drive ou un truc comme ça. Comme ça, vous avez une copie distante et comme ça, si c'est vraiment votre serveur qui est mis à mal, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, il y a aussi OneDrive aussi. Donc ici, moi, j'ai fait un FTP pour faire simple et rapide. Donc je vais mettre mes identifiants de connexion. Donc voilà, pour pas se prendre la tête, on va prendre un Google Drive qui est assez simple à configurer. Ce sera assez rapide comme ça. Après, bon voilà, comme vous avez vu, vous avez plusieurs choix d'options. Donc on va faire connecter avec votre compte Google. Hop, voilà. Non, d'abord on va enregistrer. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, il va proposer de se connecter avec le compte Google. Donc on va lui donner l'accès. Voilà, ici j'ai créé un compte bidon pour ça. Voilà. On va créer sur Complete Setup. Voilà. Donc ici, si on retourne dans Réglages, on voit que c'est bon, il est connecté. Donc voilà. Et ensuite, on va aller sauvegarder pour faire notre première sauvegarde. Donc on va mettre autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement. Donc ça va permettre d'avoir une première sauvegarde propre, donc qui sera la sauvegarde de base du site. Donc ici on voit qu'il est en train de démarrer la première sauvegarde. Donc ça peut toujours prendre un peu de temps. Donc si on regarde dans Google Drive, ce qu'on voit c'est que Updraft a créé un dossier où vos backups seront, donc il est ici. Donc si on retourne dans Updraft, on voit qu'ici il est en train d'envoyer tous les fichiers. Donc voilà, donc ici il a fait une première sauvegarde ici, avec la base de données, les extensions, le thème, les téléversements, bah, c'est toutes les pièces jointes, etc. Et après bah, tout ce qui classe comme autre. Donc si jamais vous avez un souci, vous venez ici sur Restaurer, et après bah, vous restaurez ce que vous voulez. Donc c'est assez simple, après il va aller rechercher sur Drive ce que vous voulez. Et ainsi, bah, comme ça, vous avez votre backup qui est à jour. Donc là, on va annuler. Donc on voit bah, que comme j'ai configuré, en fait, bah, toutes les 2 heures, il va envoyer une sauvegarde des fichiers et une sauvegarde de la base de données. Donc on va garder 30 copies pour pouvoir remonter quand même assez loin. Même 90, pour être tranquille à la limite. De toute façon, vu qu'on a quand même assez bien de stockage sur Drive, enfin, on a 15 Go je crois de base. Donc ce qui est déjà pas mal, et bon, des sauvegardes de WordPress en général c'est pas vraiment gros, donc on peut mettre ça. Voilà. Ensuite on va faire un petit truc, c'est qu'on va aller mettre un plugin de cache. Donc qu'est-ce que c'est un cache? C'est en fait une version de votre site qui va être enregistrée localement dans le navigateur des utilisateurs pour accélérer le chargement en fait. Donc comme ça, la personne qui revient sur votre site qui a déjà eu certains éléments du site comme je sais pas, la page d'accueil ou certaines images, le site ne va télécharger que les nouveaux éléments et pas l'entièreté du site en fait. Et du coup, ça va permettre à votre site d'être plus rapide au niveau du chargement. Donc pour ça, on va aller sur Ajouter. On va taper cache ici par exemple. Voilà, et alors on va prendre... moi je prends celui-ci d'habitude qui est quand même assez bien noté. Il y a 2 millions de téléchargements, il a été mis à jour il y a un mois. Après, si vous avez un serveur qui est en light speed côté serveur, par exemple comme chez Planet Toaster, ici moi c'est parce que j'ai pris un petit serveur et que pour avoir le light speed il faut prendre un serveur qui fait minimum 8 CPU, 16 Go de RAM. Et vu qu'ici j'ai fait un serveur avec un CPU 1 Go de RAM, donc c'est du Apache, donc il n'y a pas vraiment intérêt à mettre Lightspeed, donc on va mettre WP Super Cache avec, qui est quand même un super bon système de cache. Donc on va attendre qu'il s'installe. Donc une fois que votre plugin de cache est installé et activé comme le plugin précédent,
On va aller dans Réglages, hop, WP Super Cache. Et en fait, je vais vous montrer un test. Donc voilà, pour le moment, il n'est pas activé, je crois. Si, oh non, il est désactivé la mise en cache. Donc si on fait le chargement, voilà, après c'est un site assez léger, hein. Vous voyez la navigation, voilà, tout simplement. Après, on va activer la mise en cache, hop, mettre à jour l'état. Je vais vous expliquer après le reste. Donc on va aller dans Avancer. Activer la mise en cache pour l'utilisateur. Donc désactiver la mise en cache pour l'utilisateur connecté, c'est pour éviter que vous ayez votre version de cache et qu'à chaque fois vous devez purger le cache. Donc ça j'expliquerai après. Compresser les pages afin qu'elles soient servies au ça, on va cocher ici. Donc ça va permettre de compresser les pages, donc ça va rendre plus rapide le contenu du site parce que ça va permettre de minifier en gros le système de cache. Activer la mise en cache dynamique, ça on va l'activer. Purger tous les caches dès qu'une mise à jour a été publiée sur le site. Donc ça veut dire que dès que vous avez un nouvel élément, un nouvel article ou une nouvelle page qui a été publiée, ça va purger le cache. Alors, le reste, on va laisser comme ça globalement. On va faire mettre à jour l'état. Une fois que c'est fait, je vais aller rechercher ma page, là où j'avais mis le cache. Donc déjà, j'ai pas encore tout activé, mais on va voir déjà qu'il y a une réaction un peu plus rapide du site. Donc on voit qu'il charge directement si on navigue entre les différentes pages. Donc ça c'est le fait de la mise en cache en fait. Donc c'est-à-dire qu'il a enregistré la page et que donc du coup on la connaît déjà. Après du coup quand c'est une nouvelle page qu'on n'a pas encore été, ça va mettre un peu de temps, le temps de charger le contenu. Une fois que c'est enregistré, voilà, on voit que tout est rapide même pour un petit serveur au minimum des ressources, quoi. Allez, après on va aller dans le CDN. Donc là c'est si on va activer un CDN pour le site. Donc ça c'est si vous en avez un avec votre nom de domaine. Donc si vous utilisez un CDN. Contenu. Donc le CDN, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est encore quelque chose qui est assez poussé pour les personnes qui n'ont pas de notion du web, c'est un peu compliqué. Alors, tac. Ici on va rien changer. Ici non plus, ici non plus. Donc voilà, donc ici débogage, pareil, il n'y a rien non plus. Donc là ici le plugin est activé, donc il n'y a rien d'autre à aller checker. On va le laisser comme ça. Donc la prochaine chose à faire, et la dernière restante, c'est le htaccess, vu que je ne vais pas je ne vais pas revenir sur Cloudflare, vu qu'on l'avait fait précédemment dans le partie Laravel. Donc il suffit juste de resuivre les étapes pour les réinstaller comme pour Laravel. Vous faites la même chose ici pour votre nom de domaine. Donc on va aller éditer un htaccess, donc je vais vous expliquer ce que c'est directement. Donc à quoi va servir le htaccess? Tout simplement il va servir à mettre des restrictions sur votre site pour le sécuriser, pour éviter toute injection, accès à des parties internes de votre site, à la réécriture en 3W de votre site. Donc par défaut ici il est sans 3W, donc ça on peut le changer. Mais juste avant je vais vous montrer un petit truc. Donc on va être dans Réglages, permalien, et là on va modifier le type d'URL que votre site doit utiliser. Donc si vous voulez que votre site utilise des URL avec un numéro pour les articles, vous prenez le premier. Si vous voulez que ce soit la date en premier, comme un blog, vous mettez date et titre. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être titre de la publication. Comme ça, ça va mettre le titre directement de l'article ou de la page après le slash. Donc ça, on va enregistrer. On va purger le cache. Donc purger le cache, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre d'effacer la version enregistrée de votre site pour mettre la nouvelle version à jour en fait. Donc comme ça va effacer la version que les utilisateurs ont en cache dans leur site afin d'avoir la nouvelle version en fait. Ensuite on va retourner dans Médiathèque. Donc la médiathèque c'est là où on va stocker les images, les vidéos, etc. de WordPress. Donc je vais glisser une image pour vous montrer un petit peu pourquoi on va faire un htaccess. Donc j'ai copié l'URL ici. Donc on voit, ici je vais prendre un navigateur en mode navigation privée. Donc voilà, je vais aller accéder directement à l'URL de la photo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ici on voit qu'on peut accéder directement à la photo et éventuellement directement au répertoire, directement via
l'URL, ce qui n'est pas des fois top au niveau sécurité, parce qu'alors ça veut dire que ça peut compromettre des fois vos fichiers de sécurité, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? On va faire le htaccess. Donc si vous voulez vraiment de la doc sur le htaccess, vous avez le site d'Apache, qui est le site de la partie serveur qu'on utilise en fait pour ce serveur-ci. Et donc c'est Apache qui va gérer en fait votre htaccess au niveau des règles. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle des règles de réécriture, etc. en fait. Petit truc que j'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que pour modifier l'URL pour rajouter le 3W devant votre nom de domaine, il suffit d'aller sur Réglages, Général, et alors ici au début où il n'y avait pas de 3W, moi j'ai rajouté 3W point sur les deux, adresse du site web et adresse de WordPress. Ensuite, je vais enregistrer. Voilà. Hop. Et on réessaye. Voilà. Ici maintenant vous voyez que votre site il est en 3W. Donc par contre il va falloir se reconnecter. Donc c'était l'URL. Hop. Je reprends l'URL de connexion qui était mon super site. Hop. Voilà. Donc ici on va pouvoir se reconnecter. Donc l'admin du site. Hop. Le mot de passe qui était le mot de passe de 64 caractères. Voilà. Alors ici on va mettre 9. Voilà. Mais je crois pas qu'il va toujours pas le prendre. Voilà. Et on se reconnecte au site. Ok. Donc si on regarde ici dans la barre d'URL, maintenant on a le 3W devant. Donc maintenant on va aller se jeter dans le htaccess. Donc actuellement sur le htaccess sur le serveur, voilà, il n'y a que ça à l'installation. Donc j'ai enregistré dans le dossier actuel. Donc bien mettre un dossier qui s'appelle .htaccess avec 2C et 2S. C'est important parce que sinon le site ne va pas le reconnaître et donc vos réécritures et vos protections ne vont pas prendre effet. Donc voilà, on va faire l'anatomie du htaccess que je vous mettrai en document sur l'article sur le blog. Donc qui sera celui-ci. Donc j'ai repris le contenu qui était les lignes du WordPress par défaut. Ensuite ici on va réécrire en gros l'URL guilders.xyz. Donc s'il est en 3W on va le réécrire avec 3W. Ensuite la deuxième règle, on va réécrire tout ce qui est sur le port 80 en HTTP vers HTTPS pour forcer la connexion avec un certificat SSL, donc pour chiffrer la connexion de vos visiteurs. Ensuite, avec le serveur signature off, on va masquer les informations du serveur. Donc quand je dis masquer les informations du serveur, c'est pas masquer quel type de serveur c'est, mais c'est masquer la version, voilà, si c'est du Apache 2. Quelque chose, ça va masquer la version d'Apache, donc ça va juste afficher que c'est du Apache. Après pareil pour Nginx et autres. La version de WordPress, on l'avait déjà masqué avec WordFence. Index ignore étoile, c'est pour empêcher le listage des répertoires. On va aussi protéger le fichier wconfig qui est le fichier de configuration du WordPress, donc où il y a tous les identifiants de connexion à la DB, etc. On va protéger aussi le XML RPC. C'est une deuxième sécurité par rapport au plugin qu'on a rajouté. On va empêcher aussi la découverte des identifiants de l'auteur, donc des administrateurs entre autres du WordPress. Donc ensuite on a diverses protections ici par exemple pour protéger l'accès au htaccess, pour pas qu'on découvre les règles de permission, de blocage que vous avez mis par exemple. On va bloquer l'utilisation de certains scripts, protéger les injections de fichiers, diverses protections de XSS. On va aussi avoir la protection contre l'exécution des scripts PHP et autres, etc. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu vous documenter sur le web. Mais le htaccess, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour un site WordPress. Donc ici, je reprends l'URL d'une photo que j'avais upload tout à l'heure sur le site pour vous montrer en fait à quoi sert la règle qu'on a mis dans le htaccess tout à l'heure. Donc voilà, ici on voit bien qu'on a accès à la photo. Mais par contre, si on essaye d'aller un peu plus haut dans le répertoire, dans l'arborescence,
Si on va par exemple dans le mois d'octobre, qu'on essaie d'accéder à tous les documents enfin tous les fichiers qui ont été envoyés en octobre sur le serveur, hop, tout simplement, on n'a pas la permission. Et ça, c'est vraiment très très important. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes sur le WordPress et ainsi protéger votre site. Donc voilà, donc ici on avait vraiment fait le tour de la majorité des protections de base dont il faut tenir compte pour le WordPress. Donc après vous avez plein d'autres solutions, hein, mais ici vraiment c'est des protections pour s'en sortir gratuitement à moindre coût pour protéger votre site. Donc que ce soit du htaccess au backup, au pare-feu, etc., aux diverses protections qu'on a mis en place. Après, vous pouvez rajouter, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un Cloudflare pour empêcher les attaques DOS ou les scans, des choses comme ça. Et alors, vraiment, voilà, si vous suivez toute cette méthodologie scrupuleusement pour mettre votre site à jour, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer une dernière petite chose très importante par rapport à vos extensions pour les garder à jour. Donc, tout simplement, vous cochez tout ici, hop, activez les mises à jour automatiques, parce qu'ici, en fait, elles ne sont pas encore activées. On va faire appliquer. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, voilà, ici il n'y a pas de mise à jour à faire parce qu'on vient d'installer. Mais si vous avez des mises à jour à faire, tout simplement vous cochez. Et alors, vous cochez mise à jour, mettre à jour, voilà, et appliquer. Et alors, l'extension va se mettre à jour. Donc ça, c'est vraiment aussi très important parce que ça va permettre à vos extensions de se mettre à jour automatiquement et ainsi d'éviter les vulnérabilités sur d'éventuelles versions où il y aurait des failles dessus et ainsi d'empêcher les injections et autres sur votre site. Donc voilà, comme j'ai déjà dit, si vous suivez vraiment toutes ces étapes, normalement votre site, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez dormir vraiment à 2 oreilles tranquilles et alors il n'y aura pas de souci au niveau hacking. Donc j'espère que ce sujet vous a plu. Normalement, il n'était pas prévu dans la liste des sujets que j'avais affichés. Mais vu que j'ai commencé, comme certains le savent, des cours de e-commerce et que justement on est passé par WordPress, je me suis dit pourquoi pas faire une petite parenthèse dans le sujet donc dans le sommaire de sujets qui était prévu. Et alors dès cette semaine, je reprends les sujets qui étaient prévus pour passer sur d'autres domaines et ainsi sortir une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous.